Avoir l'impression d'être une grande cinéaste. Ça. Ah. Non mais David, on va faire quoi là? Là, justement, on y va. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Rada Hatem, je suis gynécologue accoucheuse. Et j'ai fondé il y a 10 ans la première maison des femmes santé de France. Ma question inaugurale, c'est comment ça vous est venu? C'est-à-dire comment vous êtes passé de gynécologue accoucheuse à ce projet fou et révolutionnaire de créer une maison des femmes? C'est venu tranquillement, je dirais. C'est gynécologue accoucheuse égale un peu médecin généraliste des femmes quand même. Donc nous, on les voit, on les revoit pour l'accouchement, pour la contraception, pour la ménopause, pour leurs filles. Et donc il y a un lien de confiance qui se crée, ça c'est très important. Et puis, en tant que gynéco, on leur parle de leur vie, de leur quotidien, ne serait-ce que pour savoir si pendant une grossesse, elles vont être à risque d'accoucher prématurément, ou je ne sais pas quoi. Et donc il y a parfois des femmes qui me disaient comme ça, mais à demi, parce que c'est très difficile de parler, que c'était pas si facile que ça à la maison, que leur mari, c'était compliqué, alors ça pouvait être ils ne m'aident pas, ou bien ils ne me considèrent pas, mais rarement des témoignages très crus de violence, probablement parce que les patientes se demandent si la personne en face est capable d'entendre, et si elle va pas s'enfuir en courant, parce que c'est trop horrible. Et puis en vieillissant, je trouve qu'on est beaucoup plus fin dans le non-verbal. Et donc, je me permettais d'aller plus loin dans mes questionnements. Et puis, parfois, j'avais des réponses tout à fait effrayantes. Et donc, j'ai un peu creusé la question de cette violence. Qu'est-ce qu'elle fait à la santé? J'ai eu des cas où, justement, un inceste avait conduit à une infertilité. Des violences conjugales graves avaient conduit à 20 ans d'errance dans des centres antidouleurs, des examens dans tous les sens et aucun résultat. Et je me suis dit, puisqu'on sait faire des parcours de soins pour tout, pourquoi on ne tenterait pas un parcours de soins de violence? C'est comme ça que ça m'est venu. Alors, déjà là, il y a un point qui est fondamental parce que dans ma pratique, je constate que les jeunes femmes ont de moins en moins de gynécologues. Et vous avez dit un truc qui est fou, c'est effectivement, mesdames, le gynécologue est quasiment votre médecin généraliste. Et c'est celui, donc allez-y. Et nous, on constate malheureusement, on constate aux urgences, qu'on se retrouve confronté à des jeunes femmes qui n'ont pas de gynécologue depuis le début de leur puberté jusqu'à leur première grossesse et qui, en fait, entre grossesses, ne vont plus voir de gynécologue, alors que c'est probablement le moment d'écoute le plus important dans votre vie et d'avoir la personne qui est la plus sensibilisée à vos problématiques spécifiques. Je vous ai pas dit bonjour, donc je vous dis bonjour parce que je suis impressionné, donc du coup, bonjour. Non, mais, je voudrais d'abord tordre le cou à quelque chose. On n'a pas forcément besoin d'un gynécologue quand on a eu ses règles. Parce qu'il y a beaucoup de mères qui harcèlent un peu leur jeune fille. T'as eu tes règles, il faut que tu ailles voir le gynéco. Si on n'a pas besoin de contraception, à 15, 18, 20 ans, on n'a pas forcément besoin de voir un gynéco. On ne fait pas de frottis avant 25 ans. Et encore faut-il qu'il y ait eu une vie sexuelle. Donc, c'est pas grave. Si elles ont un bon généraliste, voire même un bon pédiatre, qui les connaît bien, qui acceptera certainement de les recevoir à 18 ans, 19 ans. Le problème, quand on est petit, c'est qu'on ne va pas voir le médecin tout seul. On y va avec maman. Et donc, c'est pas toujours facile de parler devant maman. Quand nous recevons des jeunes femmes avec leur maman, nous faisons sortir les mamans. Tout le temps. Et ça, c'est important que les médecins qui nous écoutent aient ce réflexe de faire sortir le parent à un moment donné de la consultation pour pouvoir discuter un peu plus librement avec l'enfant. Alors, je ne parle pas d'un enfant de 5 ans, bien sûr, mais un ado pubère, prépubère, peut avoir besoin, envie, de parler de problématiques intimes en dehors de la présence de ses parents. Donc oui, bien sûr que les jeunes femmes devraient, une fois qu'elles ont besoin d'un gynéco, se sentir suffisamment en sécurité pour lui parler librement. On fait juste un petit point historique avant d'aborder le cœur du sujet. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et quelles difficultés vous avez rencontrées pour créer ce grand endroit? Des difficultés que tout le monde peut rencontrer, c'est-à-dire des problèmes d'argent déjà pour commencer. Parce que quand vous avez une idée
sur quelque chose qui n'existe pas, c'est très difficile de convaincre les pouvoirs publics de sa pertinence. Ils vont vous répondre, mais à quoi ça sert? On s'en sort très bien comme ça, pourquoi vous voulez rajouter quelque chose? Et implicitement, je ne vais pas vous donner d'argent, puisque je ne comprends pas l'intérêt de ce truc. Et ça a été ça notre principale difficulté, ça a été de convaincre le public. Le privé s'est montré beaucoup plus enthousiaste, et c'est ça qui nous a permis de démarrer en fait. Parce que le problème, c'est toujours la même chose. Vous avez une idée, vous êtes intimement convaincu que ça vaut la peine d'y aller. Il faut que quelqu'un croie à votre idée, à moins que vous n'ayez une fortune personnelle extraordinaire, ce qui n'était pas mon cas. Donc, une fois que le privé m'a fait confiance, m'a donné de l'argent et que les choses ont commencé à prendre une certaine tournure, là, les pouvoirs publics ont commencé à s'intéresser à notre question. Est-ce que entre le moment où vous avez eu cette idée et ça a commencé à se mettre en place et le moment où ça a pris toute sa dimension, vous avez eu des surprises dans la multiplicité des intervenants nécessaires pour la prise en charge d'une femme maltraitée ou de ce contexte? Moi, j'ai appris en marchant parce que j'avais une intuition en fait que c'était important de dédier un lieu à la violence pour que les femmes se sentent autorisées à en parler. Après, moi, je suis soignante, donc j'ai commencé par mettre des soignants. Et puis, petit à petit, d'autres besoins sont apparus, comme par exemple la police. C'est difficile pour une femme d'aller au commissariat, donc on s'est dit, on va faire un deal avec le commissariat pour les accueillir, et on a commencé par une fois par semaine, et il se fait aujourd'hui que ça suffit, une fois par semaine, pour les femmes qui se décident à déposer plainte. Après, il y a eu la justice, donc on a créé une team de juristes et d'avocats. Après, il y a eu les psychiatres. Au début, je pensais qu'avec les psychologues, on s'en sortirait, mais non, il y a des femmes qui ont besoin de traitements médicamenteux et d'un suivi médical. Donc, on n'a pas cessé d'enrichir. Ensuite, on a rajouté tous les groupes de parole, tous les ateliers. Donc, à la base, je n'avais pas pensé qu'on allait faire de la socio-esthétique, de l'art-thérapie, du yoga, du karaté. Et on m'a fait des propositions. Je me suis dit pourquoi pas, on essaye. Et petit à petit, ça s'est révélé extrêmement puissant. Donc on a construit un petit peu un modèle où les femmes avaient différents outils, différents intervenants. Et ce qui est très fort quand on est dans une structure comme ça, c'est qu'on peut partager. Le médecin, la sage-femme, le psychologue, la travailleuse sociale et même l'animateur d'atelier peuvent se réunir pour discuter d'un cas qui semble compliqué, où la patiente semble avoir du mal à adhérer à la proposition thérapeutique, et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, et puis après, il y a plein d'autres spécialistes qui sont très utiles. Je pense aux addictologues. Les victimes, elles ont souvent des conduites addictives pour oublier, pour que ça fasse moins mal. Et si, par exemple, une patiente est alcoolique et qu'elle est alcoolisée toute la journée, le soin ne va pas fonctionner. Il faut d'abord s'occuper de son addiction. Et puis ensuite les enfants. Moi je suis gynéco, j'avais pas imaginé une prise en charge des enfants. Mais les femmes, elles sont mères dans 90% des cas. Donc il y a des enfants, ils sont dans cet environnement violent, ça leur fait du mal et on a rajouté pédiatre, pédopsychologue, toutes choses que moi j'avais pas du tout anticipées. Alors nous, on est allé avec la vice-présidente de la CPTS chez vous. Et c'est effectivement un lieu incroyable par sa polyvalence, par sa grandeur et par le nombre de compétences qui sont présents, en acceptant l'idée qu'on n'a pas besoin des compétences 24 heures sur 24, mais que c'est savoir à organiser en réalité les moments de compétences où on va pouvoir partager. Du coup, parce que les gens ne le savent pas forcément, et alors dans le 92, et s'ils l'ont découvert, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est quoi une maison des femmes? C'est quoi le rôle de la maison des femmes? Aujourd'hui, on peut dire qu'une maison des femmes, en tout cas celles qui font partie de notre réseau, parce que nous avons une vision très spécifique. Le gouvernement n'a pas la même vision que nous. Eux, ils vont labelliser Maison des femmes, santé, n'importe quelle structure qui est ouverte, parfois 2 demi-journées par semaine, où il y a 2 soignants. Et à partir du moment où ils la financent, ils appellent ça une maison des femmes. Nous, on est beaucoup plus exigeants. Donc, dans notre famille, dans notre club, il y a 32 maisons. Et pour nous, il faut être ouvert toute la semaine.
avec des compétences, tous les jours, toutes les compétences, mais qui reposent sur des personnes différentes. C'est difficile, par exemple, pour un psychologue de recevoir toute la semaine, du matin au soir, des récits de violence. Donc ce sont souvent des soignants qui ont une activité mixte, libérale et dans une maison des femmes, ou en maternité et à la maison des femmes, parce qu'il faut pouvoir respirer un peu. Et dans nos structures, il y a en général 3 parcours de soins. Il y a un parcours santé sexuelle. Pourquoi? Parce que avoir des difficultés en santé sexuelle, c'est être vulnérable. C'est pas exactement la même chose qu'une femme qui va bien, qui a les moyens et qui a juste besoin de pilules. Elle va aller voir son généraliste, son gynéco. Elle n'a pas besoin d'un parcours particulier. Mais nous, les femmes qu'on reçoit, elles ont parfois des conjoints qui ne veulent pas qu'elles prennent la pilule, des parents qui leur arrachent leur implant, des frères et sœurs qui les fliquent. Elles sont enceintes dans le secret. Elles ont parfois eu tellement peur de n'en parler à personne qu'elles ont dépassé le délai. Elles ont parfois eu envie de cet enfant et une fois qu'elles étaient enceintes, leur conjoint, on le sait, la grossesse est un facteur déclenchant, se met à les maltraiter physiquement et là elles se disent « Ah ben non, j'en veux pas de cette grossesse ». Mais le temps qu'elles formulent cette grossesse me met en danger, je vais faire un enfant avec un homme violent, c'est un lien à vie avec lui, je ne veux pas de ce lien. Souvent, là encore, elles ont dépassé le délai. Donc, c'est une prise en charge particulière en santé sexuelle. Et ce centre de santé sexuelle accueille des adolescents, ça c'est important. Et un tiers des demandes d'avortement le sont pour violence. Donc, pour moi, ça faisait complètement sens de l'installer là. Et puis, on va dans les lycées, les collèges, on fait de la prévention. La prévention, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Parce que la violence, c'est un cercle vicieux. Et si on ne se donne pas les moyens de le casser, eh bien, c'est quelque chose qui va se répéter de génération en génération. Est-ce que vous avez eu un accueil favorable de l'Éducation nationale qui a accueilli votre prévention en collège ou en lycée? D'ailleurs, c'était en collège, en lycée, c'était à quel moment? Les deux. Alors oui, au début, on a commencé à le faire comme n'importe quel... Avant, on appelait ça les plannings familiaux. Et puis, on a signé une convention avec M. Blanquer pour que toutes les maisons des femmes puissent faire ce type de prévention dans l'environnement scolaire qui est le leur, dans toutes les régions de France où il y a une maison des femmes. Donc il y a le parcours santé sexuelle. Ça, c'est le premier. Le deuxième, alors il n'existe pas partout parce que ça dépend de la population. C'est l'excision. À Saint-Denis, nous avons une population qui vient d'Afrique subsaharienne, des migrants de première, deuxième, troisième génération, mais souvent les traditions néfastes sont maintenues dans ces familles. Et même quand on vit en France, quand on est né en France, quand on a fait des études, quand on peut comprendre que exciser une petite fille, c'est pas très bon pour sa santé, et bien les familles continuent. Donc il y a beaucoup de femmes excisées dans ce département. Donc on a décidé de monter un parcours où il y a accueil, groupe de parole, évaluation psychologique, évaluation sexologique, évaluation anatomique, possibilité de réparation chirurgicale et si besoin, chirurgie. Chez vous, c'est fait sur site ou vous vous adressez à... ou c'est extérieur, c'est Non, un chirurgien extérieur? Non, c'est nous. Vous avez une prise en charge locale Moi, de réparation? j'opère nous étions 3 à opérer, mais tout le monde n'a pas besoin d'être opéré. Et ce qui est bien, ben voilà, on est dans un hôpital. Donc, par exemple, on fait les IVG médicamenteuses et sous anesthésie locale dans la maison des femmes. Et si les femmes doivent dormir, vous savez qu'à partir du moment où il y a une anesthésie générale, c'est une autre organisation. On traverse la cour et on est au bloc opératoire central. Donc les réparations d'excision, sauf quand c'est une bride, une infibulation très partielle qu'on peut faire sous local, on va les opérer au bloc. Mais c'est la même équipe. Donc ça, c'est un deuxième parcours qui est utile dans beaucoup de régions de France parce qu'avec la migration et le fait que les gens sont un peu refoulés de plus en plus loin de Paris, beaucoup de régions ont quand même des patientes excisées. Et puis le troisième parcours, c'est, on va dire les VIF, ou les VSS, violences intrafamiliales, violences sexuelles et sexistes. Et là, ça couvre tout. C'est aussi bien les viols, les agressions sexuelles, que les violences conjugales, physiques, psychiques, sociales, financières, économiques, toutes les violences que peut subir une femme. Et là encore, il y a un parcours de soins avec médecin ou sage-femme à l'entrée pour évaluer, psychologue, assistante sociale, infirmière, et puis proposition de dépôt de plainte, proposition de rencontrer les juristes, proposition d'aller à des ateliers
qu'on va choisir en fonction de la personnalité de la femme. Si une femme nous dit moi j'adore la danse, on va l'envoyer à l'atelier danse. Si elle est plus musique, elle va faire art-thérapie. Si elle a envie d'avoir confiance en elle, on va l'envoyer faire du karaté. Donc c'est tout ça, puis on va les revoir régulièrement, s'assurer qu'elles vont mieux, qu'elles ne lâchent pas leur traitement, que si elles ont besoin d'autre chose, problèmes dermato, problèmes dentaires, les victimes ont souvent une mauvaise hygiène dentaire parce que elles n'ont pas le temps, ça coûte cher, etc. Donc on va aussi orienter vers des spécialistes qu'on connaît. Alors j'ai 3 questions, je vais les faire les unes après les autres. Question 1, durée moyenne de suivi d'une patiente qu'elle ait subi des violences sexistes ou sexuelles, qu'elle ait été victime d'une excision ou qu'il y ait une problématique de santé sexuelle. Combien de temps il faut être suivi en moyenne et combien de temps vous les suivez vraiment jusqu'en queue de comète? Je pose cette question-là parce qu'on est en train de travailler sur le suivi des patients qui ont eu des cancers, qui disent tous, au bout de 3 ans, on m'a dit je suis guéri et je ne peux plus en parler à personne. Et donc tout le monde s'en fout alors que moi je suis brisé, mais je ne suis plus malade. Donc la question c'est comment, alors qu'on a réparé entre guillemets, ou pas, vous suivez ces patientes, quelle que soit la fréquence ensuite du suivi. Alors la comparaison avec le cancer est intéressante, à la différence près que lorsque on vous dit vous êtes en rémission complète et que vous êtes guéri, en effet le médical n'a plus grand-chose à faire pour vous. Et là, il y a de plus en plus des centres un peu holistiques qui accompagnent l'après-cancer. Il y en a un qui se prépare par exemple à Marseille avec des soignants qui ont cette idée de voilà, les gens ont été complètement un peu détruits par la prise en charge du cancer et reprendre une vie normale n'est pas si facile qu'on le croit. C'est tout à fait vrai. En ce qui concerne la violence, d'abord on n'est jamais guéri complètement de la violence. On reprend sa vie en main. Le souvenir qui était très traumatique devient un mauvais souvenir mais qu'on peut gérer, avec lequel on peut interagir. Il ne vous détruit plus, il ne vous empêche plus de dormir, vous ne faites plus de cauchemars, vous ne le revivez pas en permanence, mais ça reste quand même un souvenir qui est un peu fondateur de votre nouvelle vie. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas garder les gens éternellement. Donc on s'est aperçu qu'au bout de 2 ans, par exemple, il y avait des femmes qui ne voyaient plus aucun soignant, mais qui avaient noué des liens très très forts avec les ateliers et qui revenaient faire uniquement du yoga, du karaté. Bon, pourquoi pas? Mais ça, les mairies, les centres culturels le font aussi bien que nous. Donc on s'est dit, à un moment donné, il faut acter que ce que nous faisons de spécifique ici, qui est quand même coûteux parce qu'on met énormément de personnes en mouvement, eh bien, on n'a plus besoin de tout ça. Et donc, il faut préparer la patiente à aller vers autre chose. Mais elle va beaucoup mieux que quand elle est arrivée. Elle est capable de se mobiliser. Et puis, on va lui donner des pistes. Alors, il y a des patientes qui, au bout de 6 mois, vont beaucoup mieux, ont pris une décision, ont quitté leur conjoint, ont déposé plainte. Tout dépend des ressources que vous avez. Donc, on a des parcours qui vont de 6 mois à 2 ans. Au bout de 2 ans, sauf cas très particulier, on estime que cette patiente a bénéficié de tout ce qu'on pouvait lui offrir et qu'elle était capable maintenant, par exemple, si elle a aimé le karaté, d'aller dans un club de karaté, où elle continuerait à avoir une vie sociale autour de ce sport qu'elle aime et puis à progresser dans ce sport. Elle n'a plus besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 ans, on était totalement embouteillés. Et on s'est dit, si on ne fait pas sortir les patients, on ne pourra jamais en faire rentrer d'autres. Donc on a beaucoup travaillé et toutes les maisons des femmes ont le même vécu, c'est-à-dire je commence, je ne sais pas si je vais avoir des patients, brutalement je suis inondée de patients et je dois mettre en place un parcours avec une entrée et une sortie. Avec un passage de relais. Et ça pose des problèmes parce que les patients ont le sentiment qu'on les abandonne. Mais c'est pour ça qu'il faut préparer la sortie dès l'entrée, en disant on est là pour vous emmener là où vous n'arrivez pas à aller toute seule. Mais après vous irez, vous serez capable. C'est ça, c'est l'empowerment, l'empouvoirment des femmes, leur redonner une vraie place. Et non pas les garder comme des victimes à vie, un peu biberonnées dans un système. C'est pas leur rendre service. Deuxième question, votre maison des femmes, la vôtre, elle gère par an
elle s'occupe, parce que on gère un stock, pas des humains, On gère des stocks et des flux. elle s'occupe de combien de femmes? Et question dans la question, est-ce que vous avez l'impression que les maltraitances faites aux femmes augmentent, ou parce que vous avez le recul, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est stationnaire, ou vous avez l'impression que ça décroît un petit peu? Alors, on accueille ça dépend des années, 15 à 20 000 femmes par an. Mais pour les 3 parcours. Parce que par exemple, le parcours santé sexuelle, si c'est une jeune fille en galère avec sa contraception, ses parents, etc., c'est vite résolu. Elle va venir une fois. Une patiente qui a vraiment besoin de coups de soutien va venir 40 fois dans l'année. Donc c'est, ça peut être 15 000 consultations par an. Alors, est-ce que les violences diminuent? Très bonne question. Si on regarde les chiffres, elles augmentent. Les policiers signalent plus de dépôts de plainte. Et je pense qu'il y a un double mouvement, c'est-à-dire les femmes vont un peu plus facilement en parler. La médiatisation de certaines affaires a encouragé des femmes qui ne pensaient pas pouvoir parler à le faire. Mais aussi, il y a une violence très décomplexée aujourd'hui. Les mouvements masculinistes, les jeunes, on le voit avec le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, les chiffres chez les jeunes sont très préoccupants parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir revenir à un ordre ancien où l'homme avait pratiquement droit de vie et de mort sur sa femme, avec des récriminations complètement absurdes du style avec les quotas, on va recruter des femmes incompétentes juste pour avoir la parité et elles nous piquent notre boulot alors que c'est nous qui sommes compétents et ce genre de trucs qui, dans des périodes comme ça de très grande vulnérabilité sociétale et sociale, eh ben les gens vont se raccrocher à des slogans mortifères. Avec l'impression que, oui, bien sûr, ils ont trouvé une solution à leurs problématiques. Et donc, nous sommes extrêmement inquiets. Là, ce matin, je lisais le témoignage d'une femme qui a subi pendant 7 ans des abus inimaginables, prostituée par son mari, obligée de boire son urine. Elle ne peut aller faire pipi que quand il a décidé qu'elle pouvait, donc elle se pisse dessus, elle se chie dessus pendant 7 ans. Et elle dit, c'est le fait que Gisèle Pellicot ait témoigné sans huis clos qui lui a donné le courage aujourd'hui de partir, de dénoncer, de témoigner. Donc je pense qu'il y a un mouvement où les femmes se disent « ça fait 20 ans que je subis, peut-être que je peux en parler maintenant ». Et donc ça va augmenter artificiellement. On va mieux avoir des chiffres plus précis. Donc il y a un double truc, c'est le biais de « on détecte plus » et les gens on parle plus. Ouais. Mais la réalité, c'est que la société, au niveau, très violente. Au niveau des mœurs, est en train de régresser et avec un niveau de maltraitance insoupçonné ou insoupçonnable qu'on n'imagine même pas. Enfin, je veux dire, complètement. Qu'on n'imagine même pas. Paraît fou. Est-ce que tous les centres, parce que moi ça m'a frappé chez vous, votre centre il est holistique, il est décentré parce qu'en fait ça s'occupe tellement de tout. Est-ce que les centres qui font partie de votre réseau ou de votre famille, qui s'appelle Restart, c'est les réseaux Restart, à cette pluricompétence tous? Ah oui, parce que pour faire partie de notre réseau, on passe un examen. Enfin, il y a un comité d'évaluation et on a des critères très précis. Il faut que ça soit dans un hôpital, il faut qu'il y ait un médecin responsable, il faut qu'il y ait plusieurs parcours de soins, il faut qu'il y ait la police sur place, il faut qu'on fasse de la formation. Et si on répond à tous ces critères, on peut rentrer dans le collectif. Alors pourquoi c'est intéressant de rentrer dans le collectif? D'abord parce qu'on commence à avoir une certaine respectabilité nationale. Ensuite parce qu'on partage tout. Nos process, nos échecs. Par exemple, je prends l'exemple de la sortie de parcours qu'on est les premiers à avoir travaillé puisqu'on était les premiers à être confrontés. Aujourd'hui, on réfléchit avec les 33 structures pour que tout le monde bénéficie des avancées de chacun pour avoir le meilleur parcours possible. Et puis la dernière raison, c'est aussi qu'on apporte un soutien financier pendant 3 ans à chaque structure qui ouvre. Un soutien qui va d'un petit coup de pouce de 20 000 euros à, dans une petite ville, 75 000 euros par an pendant 3 ans, et dans une grosse ville, 150 000 euros par an pendant 3 ans. Ce qui est à peu près ce que donne le gouvernement. Donc c'est extrêmement intéressant, et je profite quand même de ce moment pour rappeler que cet argent vient du privé.
vient de fondations privées, vient de mécènes privés, vient de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui nous donnent chaque mois 10 euros, par exemple, en disant voilà, c'est l'effort que je peux faire. Et je trouve remarquable la mobilisation de la société civile. Du coup, petite pub, entre guillemets, même si vous n'en avez pas besoin, je suis une femme qui subit des violences. Incidemment, je slide et je tombe sur Madame Athème qui a parlé dans cette vidéo. Où est-ce que je peux aller chercher le centre près de chez moi? Alors, on a aujourd'hui un site. Alors, au début, nous étions la Maison des femmes de Saint-Denis. C'était notre association, parce qu'il n'y avait que Saint-Denis. Donc, moi, toute mon énergie, c'était pour que Saint-Denis survive, que je lève des fonds pour Saint-Denis. Et puis, petit à petit, beaucoup de médecins sont venus nous voir, et c'est comme ça qu'on a essaimé, avec des médecins concernés, disant moi aussi, dans mon service, je veux la même chose. Et donc, on s'est retrouvés aujourd'hui à coordonner toutes ces maisons, et on en a encore une dizaine en magasin qui veulent se faire rentrer dans la famille. Donc, on a changé, on est devenu Maison des femmes avec un S, Restart, pour bien nous différencier de toutes ces maisons des femmes que le gouvernement valide. Donc on a un site, il est extrêmement complet, il y a des éléments pédagogiques, et il y a la carte interactive de tous les centres. Donc vous regardez où vous habitez, quelle est la maison des femmes la plus proche de chez vous, et vous avez les contacts, mail, téléphone, secrétariat, pour prendre un rendez-vous. Petite parenthèse, parce que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, certaines femmes sont surveillées même sur leur feuille de soins et donc sur leur parcours de santé. Il existe donc, mesdames, des numéros de sécurité sociale anonymisés qui font que vous allez pouvoir bénéficier de soins sans que la personne qui vous surveille et vous maltraite puisse voir que vous avez consulté un gynécologue, un sexologue, un kinésithérapeute spécifique. Donc, est-ce qu'en 2 mots, nous expliquer un petit peu ça, quelle est la démarche dans les maisons des femmes par rapport à l'anonymisation? Alors, si la femme est sur la sécu de son mari ou s'il a accès à tout ça, on a deux options. Soit on fait une anonymisation. Par exemple, c'est quelque chose qui est très ancien. Une mineure qui veut une IVG, elle est anonymisée pour que ses parents, parce qu'elle est sur la sécu de ses parents, ne le sachent pas. Donc ça, c'est des choses que la sécu sait faire, donner un numéro d'anonymat. Et si c'est pas possible, on va pratiquer la gratuité, donc il n'y aura aucune feuille de soins et aucune trace. D'accord. Et ça pose pas de problème médico-légal, c'est-à-dire qu'en fait, si il y a une complication post-opératoire. Non, ça pose des problèmes financiers, parce que du coup, on ne se fait pas rembourser par la sécu. D'accord. Non, c'est très important, parce que il faut bien comprendre que les conjoints violents, les agresseurs, sont évidemment traquent leurs femmes. Et parfois, ça nous est arrivé, ils travaillent dans l'hôpital. Donc on a la femme du médecin, c'est arrivé, de l'hôpital, qui vient nous raconter les violences que son conjoint lui fait subir. Donc là, il est clair que le dossier doit être totalement secret. Parfois, les deux travaillent dans le même hôpital, comme on peut avoir une victime et son agresseur qui travaillent dans n'importe quelle entreprise. Donc il faut être très très vigilant sur ces questions-là.